Teco. Écoutez, bonjour à toutes et tous, on est ravis d'être là. Merci au Fab City Hub pour l'invitation, en particulier Nina et Arthur, notre collègue de Villette Makers. Donc, nous, on s'appelle Redouane Souni et Xavier Garcia. On a fondé le studio Monstre, qui est un studio d'innovation pratique. Donc on va vous parler de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont les low-tech et notamment comment les diffuser en ville. Avec Redouane, on s'est rencontrés il y a 11 ans maintenant, en école d'ingénieur. Et on avait déjà pas mal bossé ensemble. Et puis ensuite, on s'est tous les deux commencé à bosser dans l'industrie. Redouane chez Devialet, dans la fabrication d'enceintes plutôt high-tech, on va dire. Plutôt high-tech, en industrialisation. Et moi, chez Decathlon, en tant que responsable innovation et éco-conception pendant 4 ans. On s'est réunis en 2021 pour commencer à bosser sur les low-tech et sur la notion du faire soi-même et faire ensemble. Donc notre premier projet consistait en fait à concevoir un atelier mobile de recyclage de plastique à but pédagogique qui aujourd'hui est exploité par le Loop Lab, représenté juste derrière par toute une petite équipe dont on va parler un petit peu après. Et puis ça nous a beaucoup plu. Du coup, on s'est dit qu'on allait continuer de bosser ensemble. Donc on a fondé ce studio qui s'appelle Monstre, et puis notre slide. Et on va parler en 3 étapes. Le premier, c'est faire un rapide constat sur les problèmes environnementaux. Ensuite, on va rapidement parler de concept, mais c'est pas trop notre sujet de prédilection. Enfin, c'est important parce que les projets dont on va parler à la fin, on va beaucoup parler de ça, de nos projets, parce que c'est ce qui nous intéresse, et en tant qu'ingénieur, c'est ce qui occupe la plupart de notre temps. On ne veut pas le faire sans poser des concepts avant et expliquer un peu notre démarche et notre philosophie. Donc on va essayer de le faire assez rapidement. Et puis voilà, let's go. Oui. Ça commence mal. Ça c'est... En fait, on est envahi par ces informations quotidiennes qui sont vraiment anxiogènes. Et en plus, il nous semble en tout cas qu'à chaque fois qu'on... Je suis désolé, j'aime pas le micro. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui. Ouais. C'est mieux avec. C'est mieux avec? Ok. On va faire avec micro alors. On va écouter Victor. Du coup, ouais, ces informations anxiogènes, on en est confronté tous les jours, c'est pire en pire. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que chaque nouvelle, c'est bien pire qu'on l'avait imaginé, quoi. Ça, c'est une slide que j'avais fait en 2018, je n'ai pas touché depuis, parce que je trouvais aussi intéressant de voir ce qui est écrit juste là. Les années 2018-2022 pourraient être encore plus chaudes que prévu. L'histoire nous montre qu'effectivement, il a fait bien chaud depuis, quoi. Donc on est un peu dans ce constat-là. Et donc nous, on réfléchit un peu à l'origine de tout ça, quoi, évidemment, comme tout le monde. Donc ça, c'est les courbes de l'Anthropocène. Vous avez peut-être déjà vu, c'est une étude qui est sortie en 2009 et qui montre l'accélération de pas mal de paramètres au cours du XXe siècle. Et ce qu'on observe, c'est une explosion, une croissance terrible de tous ces paramètres-là à partir de la moitié du XXe siècle. Donc c'est du coup qu'on appelle la grande accélération caractéristique de l'Anthropocène. On voit par exemple la population qui explose à partir de la seconde partie du XXe siècle, mais aussi d'autres facteurs comme la population urbaine, le nombre de véhicules à moteur, le nombre de McDo, le nombre de téléphones, etc. Et ça, c'est dur pour nous, êtres humains, de se représenter ces courbes-là, à quel point ça va vite, une courbe exponentielle. Ça va très très vite. Comment est-ce qu'on fait pour capter, saisir vraiment l'ampleur du phénomène? On a beaucoup aimé cette exposition qui a eu lieu à la Cité des Sciences il y a quelques années et qui mettait un peu en perspective tout ça. Donc certes, tout avance vite, mais tout n'augmente pas à la même vitesse. Donc ce qu'on voit tout en bas, par exemple, la plus petite courbe, c'est celle de la population mondiale, et puis la très grande derrière, c'est celle du tourisme international. Donc tout augmente vite, certes, mais pas à la même vitesse. Donc cette slide, on la tire d'une conférence de Bruno Latour, qui a eu lieu en 2017 à la sortie de son bouquin Whatever, c'est ça. Et donc il montre qu'effectivement la population entre 1900 et 2011 est passée de 1,8 à 7 milliards, 8 aujourd'hui je crois, mais que le PIB par habitant lui a augmenté beaucoup plus vite, et on ne parle même pas du nombre de brevets, la partie rouge en haut, qui pourrait, elle, symboliser aussi la quantité d'objets techniques qui nous entourent. Donc en tant qu'ingénieur, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à l'impact de nos techniques. Et là, on a mis quelques exemples, parce qu'il nous semble que la technique est une sorte d'autonomie. On se sent un peu impuissant face à ça, quoi. Le progrès technique avance sans qu'on puisse, nous, citoyens, avoir notre mot à dire. Donc quand je suis tombé sur cette affiche de Free qui dit si aujourd'hui tout va si vite, c'est un peu de notre faute,
j'ai rigolé un peu jaune, quoi, genre, free, si tout va si vite, c'est carrément de votre faute. Ce qu'on voit, la courbe qu'on voit ici, c'est l'essor des objets connectés. Je crois que c'est plutôt une prédiction de ce qui allait se passer. Pour l'anecdote, j'ai fait mon stage dans une boîte qui faisait des objets connectés à Paris, le premier stage d'ingénieur. Et le discours du PDG, c'était face aux investisseurs, c'était dans tant d'années, il y aura 17 milliards d'objets connectés dans le monde. Du coup, il faut qu'on soit sur ce marché. Donc il y a une sorte d'un peu de prophétie autoréalisatrice, quoi. Effectivement, les objets connectés nous entourent et nous envahissent. Dernière anecdote, c'est celle qui est juste là. Une fois, j'étais sur mon balcon à Lille, quand j'habitais à Lille, à Descartes à l'époque, et j'ai dit à mon coloc, regarde, c'est trop marrant, il y a des oiseaux migrateurs qui sont en train de passer au-dessus de l'île, et en fait, non, c'était les satellites d'Elon Musk. Donc voilà, on envahit, on n'a pas trop d'autres mots à dire. Et donc du coup, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'à la fin de nos études en 2016, on a eu l'occasion d'avoir dans notre école d'ingé tout un tas de conférences et de séminaires autour de la question de la technique, d'un point de vue philosophique et historique. Donc on s'est intéressé à ces questions-là. On a rencontré notamment Bernard Stiegler, on a entendu parler de Jacques Ellul et de plein de penseurs qui réfléchissent à ça. Et ça nous a beaucoup nourri et inspiré, donc on va parler rapidement de ça. D'où cette question, Evan. Merci pour ce cadeau. Moi, effectivement, du coup, cette conférence, du coup, elle abordait le problème, entre autres écologique, mais les problèmes sociétaux à travers la philosophie de la technique. Et donc, il y a un certain nombre de penseurs de la technique qui considèrent que l'homme et la technique sont en coévolution et qu'il n'y aurait pas d'un côté l'environnement et l'environnement qui est d'un côté vierge et l'homme qui construit des objets techniques pour s'adapter à cet environnement-là, mais que vraiment l'objet technique et la technique transforment l'homme, et c'est vraiment une coévolution comme ça. Une fois qu'on regarde le sujet avec cet angle-là, je trouve que la question de l'anthropocène, de dire en fait on est passé dans une ère où le système Terre réagit principalement du fait de l'activité humaine, elle peut être aussi vue avec le regard sur en fait, la technique. Et ça nous intéresse beaucoup, parce qu'en fait, quand on dit ça, en fait, on a la sensation qu'il y a deux tendances en parallèle de cette grande accélération que Xavier montrait, qui est qu'en fait, on a toujours fait plus d'automatisation. En fait, la technique promet une forme de libération. Donc on automatise et on automatise tout un tas de choses qu'on faisait nous-mêmes. Et parallèlement à ça, en fait, on a une sorte de perte de savoir-faire, puisqu'en fait, on la délègue à la technique. Donc il y a une forme de prolétarisation qui nous rend encore plus dépendants de la technique et qui crée de la dépendance. Et donc, c'est ce qui nous intéresse dans les low-tech, c'est que ça remet en fait un nouveau regard de rapport de l'homme à la technique en questionnant nos besoins, de quoi nous avons besoin, de remettre la question de la finitude des ressources dans le processus de design de nos objets, etc. On fait une rapide réintroduction en tout cas des livres qui nous ont semblé assez structurants pour la pensée low-tech. Donc déjà en 71, Victor Papanek, qui est un designer qui a écrit dans Design pour un monde réel, en fait, qui commence à introduire la question de design responsable et qui met au centre la responsabilité en fait, des designers dans la diffusion des objets qui sont de plus en plus présents partout. De la responsabilité. Ivan Illich, qui 2 ans plus tard, dans la convivialité, mais aussi dans d'autres bouquins, parle très bien de ce qu'il appelle l'objet convivial. L'objet convivial qui est l'objet... Enfin, il y a surtout un concept qui nous a intéressé là-dessus, c'est le seuil de contre-productivité. En fait, toute technique, selon nous, a une promesse. Donc, à chaque fois, on développe un objet pour nous permettre de faire telle chose.
Et en fait, on se rend compte que passé un certain niveau, il y a un seuil de contre-productivité qui fait que elle va à l'inverse de cette promesse-là. Si on prend l'exemple qu'il cite d'ailleurs dans la convivialité, la voiture, elle nous promet de nous déplacer plus vite et donc d'être plus libre. On le voit dans les publicités magnifiques de tout un tas de bagnoles. Et en fait, en réalité, la voiture, elle est construite sur un macrosystème technique qui est, elle n'existe que parce qu'il y a des routes, elle n'existe que parce qu'il y a le développement des pneus. Tout cet écosystème-là génère aussi en fait un impact sur l'urbanisme. Ça fait de l'étalement urbain, ça génère de la pollution, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que la voiture en ville, par exemple, n'est plus maintenant la meilleure solution pour se déplacer rapidement. Et donc ça, c'est le seuil de contre-productivité de la voiture. En 2000, Chris de Decker lance un site qui s'appelle Low-Tech Magazine, qui référence en fait tout un tas de références et qui les diffuse pour qu'on puisse justement se les approprier et les faire nous-mêmes. Je pense que l'âge des low-tech, ça doit parler à tout le monde ici. Philippe Biwix, ingénieur français, qui, donc 2014, la question des ressources est beaucoup plus intense. Donc il essaye de présenter une vision de qu'est-ce que pourrait être la France dans une plus grande indépendance vis-à-vis des technologies high-tech. Et enfin Rétrofutur, qui est un livre qui nous a beaucoup parlé avec Xavier, qui essaye de remettre au goût du jour en fait, des brevets de technologies qui n'ont pas émergé à une époque pour des raisons contextuelles, historiques, politiques, parfois des brevets qui ont été cachés, etc. Et donc en fait ça remet au goût du jour tout un tas de brevets techniques qui semblent pertinentes pour la redirection écologique. D'ailleurs, on apprend que la première voiture à passer les 100 km/h est électrique à la base et elle a 120 ans. C'est ce genre de truc qu'on apprend dans ce bouquin, dans ce super bouquin. Donc voilà, donc pour ça, on va dire que c'est la définition globale des low-tech. Donc c'est tiré du low-tech lab. On appelle low-tech des objets, des pratiques, des systèmes, des modes de vie, etc. qui intègrent la technologie selon 3 grands principes. Il y a des définitions qui sont plus longues, mais celle-là, voilà, il paraît bien. Et les 3 grands principes, c'est utile, durable, accessible. On se rend tout de suite compte que définir utile, durable, accessible, c'est assez complexe, puis ça dépend un petit peu de comment on voit les choses. Donc l'idée, c'est plutôt de dire que c'est une démarche, et que c'est pas une démarche uniquement technologique, mais que c'est surtout une démarche systémique qui consiste à transformer des organisations, transformer un système social, etc. Donc cette définition elle est intéressante, mais du coup il y a un autre concept qu'on a découvert les années passées et qui nous semble très intéressant à explorer, qui est la question de milieu et d'environnement, dont d'ailleurs Victor Petit parle très bien et parle mieux que nous, et on va, Xav, je te laisse en parler un peu. Ouais, et pour cause, il en parle bien vu que c'est lui qui a développé le concept et qui est le philosophe de formation, qu'on a eu l'occasion de voir plusieurs fois en conférence à l'Université de Technologie de Compiègne. Merci d'être là. Et puis si jamais on dit n'importe quoi, tu n'hésites pas à nous dire stop. on va pas s'attarder là-dessus, hein, parce que YouTube et Internet globalement regorgent d'informations à ce sujet, de conférences de Victor ou d'articles, donc on vous encourage à consulter ça en guise d'introduction, surtout ne serait-ce que sur la philosophie de base et l'étymologie de ces mots-là. Mais il y a un truc qui me semble intéressant, c'est cette punchline. Tandis que pour changer l'environnement, il suffit de le modifier, pour changer le milieu, il faut se modifier soi-même. Et on peut prendre des exemples, par exemple, on peut mettre du côté de écologie de l'environnement, design de l'environnement, l'éco-conception en général. Par exemple, si on essaie d'éco-concevoir une bouteille d'eau, on a 2 manières de le faire. Soit on la fait en plastique recyclé, on a un bouchon en plastique recyclé, ce que fait abondamment Coca-Cola par exemple, en disant pas de souci, on va faire de l'économie circulaire, donc il n'y a pas de problème, continuer à consommer des bouteilles d'eau. Donc on s'intéresse vraiment aux produits, tandis que dans l'écologie ou le design du milieu, on va plutôt avoir tendance à remettre en question ce besoin d'avoir une bouteille d'eau, et plutôt, je sais pas, par exemple, utiliser une gourde et l'utiliser un maximum.
Il y a l'exemple aussi de la SNCF, tu m'as dit récemment qu'ils sortaient une canette en carton 100% éco-conçue. Non, c'est la SNCF avait ses bouteilles en plastique et ils ont décidé de mener une action écologique qui consistait à remplacer les bouteilles en plastique par des canettes en aluminium recyclé. Et il y avait un gros logo il y a toujours un gros logo sur cette canette où il y a marqué 100% éco-conçu. Voilà. Voilà, et puis quand on tire le trait, on pourrait dire la même chose des produits on substitue le plastique par exemple des biomatériaux, des produits biodégradables, quoi. Je veux dire, tant qu'on ne change pas la manière qu'on a de consommer, on n'a pas trop réglé le problème, quoi. Parce qu'on peut éco-concevoir une fois, mais si on en vend toujours des masses, c'est pas ça qui va nous sauver, quoi. Donc on a d'un côté l'écologie de l'environnement, de l'autre l'écologie du milieu. L'écologie de l'environnement s'occupe d'impact sur l'environnement et tente de modifier nos techniques pour les rendre plus éco-compatibles. Donc on va éco-concevoir, on va faire de l'optimisation, on va régler certains petits détails. Et elle est la même partout, elle est reproductible, elle modélise flux et stocks en but d'une optimisation technique, ce qu'on a par exemple dans l'analyse de cycle de vie. Alors que du côté de l'écologie du milieu, on s'occupe de la qualité du milieu de vie et on tente de modifier notre relation aux techniques. Autrement dit, notre mode de consommation et de production. L'écologie du milieu, elle est propre à chaque territoire, elle est relative aux acteurs, aux commoners, et elle travaille à la capacité des acteurs, c'est-à-dire à vraiment retrouver le savoir-faire. On peut prendre quoi d'autre comme exemple? C'est déjà pas mal. Je sais pas, la consigne par exemple, qui est un bon exemple de se passer de bouteilles en plastique. Design de l'environnement du milieu, je vais passer. Redouane. Non, c'est moi ça. Écologie de l'environnement d'un côté, écologie du milieu de l'autre. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de l'écologie de l'environnement, donc de l'éco-conception, etc. Les deux sont nécessaires, c'est juste que la première est insuffisante. Et donc du coup, nous, monstres, on s'attelle à rendre accessible l'écologie du milieu. C'est un peu ce qu'il y a derrière comment diffuser le tech en ville. Voilà, donc au final, on peut en parler rapidement, mais ça a mis un peu du temps à mettre des mots sur ce qu'on faisait, puisqu'en tant qu'ingénieur, on est quand même souvent amené à travailler sur l'écologie de l'environnement. Et du coup, c'est aussi pour ça que ces concepts, on les introduit. C'est pas parce que ça fait beau, mais c'est parce que aussi ça met des mots justes sur ce qu'on essaye de faire au quotidien avec des entreprises. Et du coup, pour le dire autrement, donc rendre accessible de trois manières en fait, de les rendre attractives, intuitives et de les diffuser. Donc attractive, c'est on va dire que les low-tech, puisque c'est souvent autour des low-tech qu'on travaille, mais pas que, elles souffrent d'une image quand même très bricolage, de l'idée on va faire finalement du manque d'efficacité aussi par rapport à une technologie plus performante et plus high-tech. Et ça, je pense que c'est aussi profondément lié aux imaginaires. Des imaginaires qui sont encore difficiles à être explorés. Et donc, voilà, des romanciers comme, des auteurs de science-fiction comme Damasio ou Tom Ebrard, qui est un designer qui travaille sur comment institutionnaliser les low-tech au sein du secteur culturel. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes, c'est des gens avec qui nous inspirent beaucoup. Donc intuitive, ça c'est au final le travail un peu de l'ingénieur et du designer. Et nous, on va principalement s'intéresser à la diffusion, puisque on y vient, on le disait tout à l'heure, la question de la diffusion des low-tech. Autant quand on quitte la ville, on peut retrouver un certain nombre de choses, mais on a la sensation qu'en ville, il y a beaucoup de freins. Et donc, d'ailleurs, il y a une étude du Low-Tech Lab là-dessus, et il y a aussi beaucoup de freins qui sont des freins pas forcément techniques, mais qui sont des freins en termes de croyances et de projection. Là, on a essayé de représenter schématiquement en prenant un exemple qui est l'exemple du lombricomposteur. Je pense que ici, ça parlera à 99% des gens, donc je ne l'aurais introduit pas, mais essayer de montrer différents modèles pour un seul et même objet, qui est le lombricomposteur. Comment est-ce qu'on peut réussir à le diffuser de la manière la plus,
on va dire, difficile en termes de production et en termes d'utilisation pour un usager, jusqu'à la plus intuitive et clé en main. Donc rapidement, du coup, le Low-Tech Lab présente des tutoriels de tout un tas de techniques. Donc, là, si je prends la photo ici, ce sera en 20 minutes, vous arriverez à faire un lombricomposteur pour 5 euros. Esthétiquement, ce sera pas génial, mais ça marchera. Et puis en fait, après, on commence à trouver d'autres modèles. Donc les fichiers exploitables, donc ça, on pourrait citer le design distribué, qui est quelque chose qui est, je pense, très cher à FabCity. La question du design distribué, donc de mettre des fichiers exploitables sur un site pour pouvoir les imprimer ou les fabriquer depuis partout. C'est un modèle déjà où on n'a pas à tout reprendre depuis le début, on a déjà des briques qui sont fournies et ça permet de le diffuser un peu plus facilement. D'autres modèles où en fait on va fournir un kit préfabriqué, où on va juste avoir besoin de l'assembler à la maison. Des ateliers, des formations qui sont proposées par un certain nombre d'entreprises, des produits qui sont industrialisés mais qui restent malgré tout, à notre sens, dans l'écologie du milieu, puisqu'en fait, certes, la fabrication ne sera pas faite par l'usager. Par contre, en termes d'usage, il va y avoir une transformation de soi-même quand on passe de tout mettre dans une poubelle à devoir développer cette pratique de mettre ses biodéchets dans et puis se rendre compte que par moment, ils essayent de s'évader. Et un dernier projet dont on souhaitait parler, sur lequel on a fait en fait la partie étude et prototypage avec une entreprise qui s'appelle NeuroWaste. Le projet il est en cours de test. Et en fait, c'est la vision de NeuroWaste, c'était de faire un lombricomposteur partagé en pied d'immeuble et sur lequel en fait on enlève toutes les résistances en fait tous les freins qui sont liés à moi j'ai pas envie d'avoir un lombricomposteur parce que j'ai pas envie d'avoir des vers chez moi, j'ai pas envie d'avoir d'odeur, etc. En fait, ils ont réussi aussi à le court-circuiter en se disant on va faire quelque chose de collectif, on va faire quelque chose qui sort de l'immeuble et malgré tout qui répond à un besoin qui est par opposition aux biodéchets et aux questions de méthanisation qui demandent beaucoup plus de transport, qui demandent beaucoup plus d'usines pour retransformer ces biodéchets, etc. On reste sur quelque chose qui est finalement assez élémentaire et efficace. Precious Plastic. Ouais, ça c'est un exemple qu'on adore en termes de diffusion. Precious Plastic, c'est un projet qui a été lancé par un designer hollandais en 2014 et qui s'est concentré sur le problème des déchets plastiques en fait. Un designer hollandais, et c'était son projet de fin d'études. Et au lieu de fabriquer des objets, il a fabriqué des machines qui sont reproductibles chez soi, un peu partout. Et donc ça date de 2014. Et il a commencé comme ça en mettant en ligne des plans. Donc c'est un peu le premier modèle qu'on voyait ici, hein, celui qui est tout à gauche, c'est assez dur d'accès quand même. Par contre, ce qui était bien, c'est que c'était des tutos qui étaient assez flous pour pouvoir être exploités localement en fonction des matières et des ressources locales et des compétences locales aussi. Si on a un expert de la soudure, on va faire le châssis en soudure métal. Si par contre on est un menuisier, on va pouvoir le faire en bois, etc. etc. Et en fait, c'est un modèle qui a vraiment super bien marché, qui est aujourd'hui largement diffusé et qui prend la forme... Alors, ces 4 machines ici permettent de recycler soi-même le plastique, c'est-à-dire le broyer, en faire des copeaux. Et les 3 autres machines qu'on voit de ce côté-là permettent de l'extruder, donc de faire des barres, d'utiliser des moules pour faire des produits finis, complètement finis en fait, comme des raquettes de ping-pong par exemple. Et après, il y a une autre machine qui permet de faire de la compression et de faire des grandes plaques. On en voit pas mal en ce moment des grandes plaques de plastique recyclé, SAS minimum, etc. Bon, ça vient de là, à la base. Et d'ailleurs, le business model d'être une entreprise qui fournit des plaques de plastique recyclé, c'est une des manières de diffuser ce truc-là. Et aujourd'hui, ce qu'on adore, c'est que le Precious Plastic, c'est ça, quoi. C'est un écosystème énorme où des entrepreneurs locaux se sont dit on va capter ce truc-là et on va se faire un business local. Donc, on va fabriquer des machines et le vendre à d'autres personnes qui veulent juste des machines. On va fabriquer des moules ou apprendre aux autres à les faire pour qu'ils puissent faire leurs moules d'injection eux-mêmes. Voilà. On va vendre des matériaux bruts, donc des paillettes, soit des produits semi-finis, des longues barres ou des plaques. On va même vendre tout simplement des produits, quoi, des énormes bancs en plastique recyclé, des lunettes, toutes sortes de choses. Quoi. C'est infini, c'est plastique, on peut en faire ce qu'on veut. Quoi.
Et aujourd'hui, c'est ça, Precious Plastic. Il est partout dans le monde. Il y a des communautés énormes qui sont représentées aussi aujourd'hui ici. Par Teravox, une boîte avec qui on a eu l'occasion de travailler. Je te laisse en parler, Evan. Vous voulez en parler? Non, mais tout ça pour dire, oui, Teravox, du coup, c'est, en tout cas, le Loop Lab qui a été, du coup, co-fabriqué par Villette Makers, Monstre et Teravox. C'est un atelier mobile de recyclage de plastique à visée pédagogique. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation à la réduction des déchets par la pratique et par la réalisation d'objets pour comprendre aussi le cycle du plastique et donc pas seulement avoir une posture passive, mais une posture active dans cette démarche. Et du coup, on a travaillé un petit peu sur comment on pourrait rendre actif cet apprentissage. Donc en bas à gauche, on a le vélo broyeur qui est à destination des enfants, qui est à portée pédagogique. Le but, c'est pas de faire du volume. Ils ont un broyeur électrique à côté. Et puis on a exploré aussi des designs en atelier de cofabrication, donc dans des formations Pôle emploi qui sont animées en Fab Lab. On a fait des cofabrications d'objets, de chaises, de tables de ping-pong, d'établis, etc. Tu veux rajouter quelque chose sur Loop Lab? Non, juste dire que nous, en tout cas, ce projet, c'était le premier, il était super intéressant. Déjà parce qu'on a adoré travailler avec Teravox, évidemment, et puis aussi parce que ça nous a permis d'explorer plein de choses. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une chaise avec des gens qui ne savent pas bricoler, la plus simple possible. Et donc, du coup, c'était du co-design. On a commencé par faire un workshop. Comment est-ce qu'on peut faire une chaise à partir d'éléments super simples et avec une scie, une perceuse, faire un truc qui, pardonnez-moi l'expression, a de la gueule. Et donc ça, c'était super intéressant aussi, travailler la modularité. Comment est-ce qu'à partir de ces éléments, on peut en faire en fait une infinité, quoi, de toujours pouvoir réparer soi-même, refabriquer soi-même, adapter à ses besoins, etc. Sinon, que dire de plus? L'image en haut à gauche, c'est un moule du coup de raquette de tennis de table qui est toujours utilisé. Et en fait, on l'a simplement dessiné en 2D avec un logiciel. On l'a envoyé chez le fournisseur juste à côté, à Pantin, je crois, qu'il a découpé avec un gros laser. Et on l'a reçu en une semaine. Donc vraiment, le temps de décider de faire une raquette de ping-pong, de dessiner le moule, de l'avoir et de faire le premier test d'injection raté 1, puis fonctionnel numéro 2. C'est ça le monstre, hein, c'est qu'on fait des prototypes qui sont ratés au début pour en faire des biens après. Mais il s'est passé une semaine en fait. Et moi, quand je compare Decathlon où il fallait au minimum 3 ans pour sortir un projet, évidemment c'est d'autres échelles, quoi. C'est un produit industrialisé. C'est hyper satisfaisant de se dire qu'on a la capacité de faire des choses comme ça hyper rapidement, quoi. Donc voilà. Et puis autre anecdote, peut-être en bas à gauche, ce vélo broyeur, on l'a trouvé sur le Bon Coin juste à côté à 20 €. On a eu la chance d'avoir accès aux ateliers de fabrication du parc de la Villette. Donc sous la grande halle de la Villette, il y a des ateliers énormes de scénographie. On a été super bien accueillis et on savait travailler un peu le métal, donc on a augmenté ce vieux vélo d'appartement et on a rajouté des roues pour qu'il puisse être déplacé. On voit d'autres grosses roues aussi devant. En fait, l'idée qu'on avait à la base, c'est que ce vélo soit double usage, c'est qu'il permette de broyer le plastique. C'est-à-dire que les pédales, évidemment, sont connectées à la chaîne qui est connectée à l'axe du broyeur. C'est comme ça qu'on arrive à broyer, grâce à un système de démultiplication des efforts, qui fait qu'on pédale très lentement. Par contre, il y a un super effort qui est fourni au niveau du broyeur, et on arrive à transformer le plastique en paillettes. Mais en fait, ce qu'on voit devant, c'était un train roulant qui descendait par terre, on mettait un bidon d'eau dessus, et en pédalant, la roue entraînait le bidon et ça faisait une machine à laver la tech. C'était une super idée sur le papier, je crois que ça n'a pas si bien marché pour plein de raisons. C'est galère de laver le plastique quand même pour le réutiliser après. Mais bref, l'intention est là, quoi. Et je crois qu'il fonctionne toujours, on a dû faire quelques réparations, mais ça va. Ouais, ça va. On va faire beaucoup de réparations. Parce qu'il est super exploité en fait, il est utilisé très régulièrement et puis les enfants bourrinent, hein, ils y vont à fond, quoi. Voilà, c'est leur séance de sport, c'est visé vraiment sportif, quoi, aussi. Voilà. Et maintenant on va parler de 2 projets qui nous tiennent vraiment aussi à cœur. On va pas parler des projets pour nos clients, ça c'est des projets pour des clients, et on a plein d'autres. Mais on voulait parler de nos projets manifestes. Alors ce qu'on appelle nos projets manifestes, c'est 2 projets. Un qui est géré par Redouane et l'autre par moi, et qui consiste à explorer de manière très libre
cette notion d'écologie du milieu et de sa diffusion, et sans contrainte, sans client, et ça veut dire aussi sans budget, donc c'est autofinancé. Ça prend beaucoup de notre temps, et on adore ça parce qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. Donc mon projet a 5 ans, lui, donc il est dans une phase plutôt mature. Celui de Redouane a commencé en septembre, donc il est très récent. Donc on va avoir 2 étapes, 2 projets avec 2 phases vraiment différentes, et puis on va aussi pouvoir vraiment vous montrer notre méthode de travail. Et puis il nous reste un peu moins de 30 minutes, donc je pense que c'est suffisant pour faire ce travail-là. Donc Redouane va commencer avec son projet. Petite gorgée d'eau avant, parce que sinon... Accrochez-vous. Alors oui, moi je l'ai commencé en septembre, donc je lui ai pas encore trouvé de nom. C'est pas très vendeur. J'avais réfléchi à un nom en 5 lettres, un peu tendance genre Flinks, mais pour le moment je l'ai laissé en conserver une alimentation durable en ville. Et le projet du coup, oui, pour l'introduire rapidement, il part d'un constat qui est que le mode de conservation de nos aliments en ville, hégémonique, c'est le réfrigérateur. Et pourtant, les low-tech explorent énormément les différents modes de conservation des aliments. Vous regardez dans le référencement du Low-Tech Lab, il y a une quantité de techniques qui sont explorées, c'est assez incroyable. Et par contre, en ville, on n'arrive pas à aller plus loin. Si je fais juste une rapide réintroduction du réfrigérateur, donc, qui est créé dans les années 1917, il me semble, 1920, qui se diffuse largement après la Seconde Guerre mondiale et qui vient se substituer au garde-manger, à la cave, au salage, au séchage et tout un tas de techniques. Je vous disais tout à l'heure que souvent les techniques ont des promesses. Bon, ben voilà, la promesse c'est d'allonger la durée de conservation. Et jusqu'à preuve du contraire, le réfrigérateur le fait très bien. Sauf que, du coup, la limite, c'est que ça crée aussi beaucoup de gaspillage alimentaire. Il y a un tiers du gaspillage alimentaire qui est issu des ménages et en très très grande majorité issu du réfrigérateur. Donc en fait, la limite de cette technique, c'est qu'elle joue bien son rôle, mais en fait, en termes de comportement, elle génère des vices et des effets pervers. Une autre source rapide, donc ça vient du CIRED, d'une étude qui a été faite en 2019, qui s'appelle 5 visions de l'alimentation en France vers la neutralité carbone en 2050. C'est un peu inspiré de ce qui est sorti plus récemment de l'ADEME, les 4 scénarios. Et donc là, moi j'ai pioché dans, on va dire, les 2 premiers scénarios, qui sont les 2 scénarios en lesquels on croit le plus chez Monstre. Et du coup, en se projetant en 2050, en fait, notre assiette va quand même, ou du coup, notre assiette et nos réfrigérateurs, ce qu'on va mettre dedans, ça va quand même beaucoup évoluer. Si on veut en tout cas tenir les enjeux, les objectifs climatiques qui sont les nôtres. Et du coup, on va avoir une augmentation très importante des fruits et légumes locaux et bio, des légumineuses, des céréales, une baisse assez importante des produits d'origine animale, donc la viande, les produits laitiers et les produits transformés. Et donc dans ce contexte-là, je pense qu'il est légitime de se poser la question de est-ce que la réfrigération est encore le seul et unique, ce sera probablement une très bonne réponse avec les températures qu'on aura, mais en tout cas, est-ce que c'est le seul et unique moyen de conserver nos aliments ? D'où cette problématique. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc ce qu'on aime bien faire en général quand on prend des projets, c'est qu'on revient un peu au principe physique pour poser un peu les choses à plat. Donc quand on se pose la question de conserver les aliments, on va d'abord s'intéresser à comment ça se dégrade en fait un aliment. Et donc effectivement la réfrigération, ça s'intéresse à la question de la température. La question de la température, par exemple, si on prend des fruits exotiques, pas besoin du tout de les conserver dans un réfrigérateur parce que c'est pas du tout leur milieu habituel. D'ailleurs, ils se conservent beaucoup moins, ils perdent du goût. Il y a donc il y a l'humidité, il y a la lumière. Donc ça, je pense que les pommes de terre, voilà, on les met à l'abri de la lumière. Il y a l'air, le principe de mettre sous vide qui peut vraiment prolonger
de 2 à 3 fois la conservation des aliments. Et un dernier qui est un peu moins connu, qui est l'éthylène, qui est en fait un gaz qui est généré par un certain nombre de fruits et de légumes et qui a tendance à accélérer le pourrissement sur d'autres légumes. Ça, c'est par exemple, si vous mettez des pommes de terre et des oignons, vous le saurez, ensemble, et ben, les deux pourrissent plus vite. Voilà. Ils s'entendent pas, ouais, comme les bananes et les avocats. Donc tout ça pour dire qu'en fait, en trouvant des bons milieux, des bonnes ambiances de conservation, on peut réussir à faire des choses qui sont aussi performantes, voire plus performantes pour un certain nombre d'aliments. Donc une fois qu'on s'est posé la question de comment se dégradent les aliments, on se pose la question de comment on fait pour retarder maintenant cette... Donc voilà, on sent bien qu'il y a une histoire d'ambiance, qu'il faut réussir à créer ces différentes atmosphères. Et donc, de manière très originale, pour information, je me suis installé à Marseille en septembre. C'est original. Et je me suis dit, bon, je suis arrivé dans un studio non meublé. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de tenter une micro-expérience à mon échelle. Et donc, je me suis acheté un minuscule frigo. Vraiment, on peut rien mettre dedans. C'est catastrophique. Les bières Même pas. Même les bières. Donc, j'avais un petit frigo. Enfin, j'ai toujours un petit frigo. Un petit garde-manger que j'ai eu 10 € sur le bon coin. C'était un grand-père qui voulait s'en débarrasser. Ça appartenait à son arrière-grand-père. Il savait pas quoi en faire. Et un range-pain dans lequel j'ai mis des aliments. Et en fait, à chaque fois que je faisais mes courses, je notais dans ces différentes ambiances qu'est-ce que j'y mettais et qu'est-ce qui se conservait bien, etc. Et je menais en fait ma petite expérience. Il y a eu plusieurs enseignements. Donc déjà, le premier, c'est que je me suis rendu compte que mes courses, elles ont dû changer de manière assez radicale, juste par contrainte, quoi. Je me suis rendu compte aussi que, du coup, avec le temps, les 3 ambiances comme ça, c'était peut-être un peu insuffisant, et donc je me suis lancé un peu dans cette recherche de trouver des différentes ambiances. Donc ça passe par de la littérature scientifique, regarder un petit peu sur Google tout bêtement comment conserver, etc. Et puis essayer de trouver aussi, il y a cette low-tech qui est connue par beaucoup, qui est le frigo du désert, qui fonctionne par évapotranspiration, qui est assez performante parce qu'elle permet de faire baisser jusqu'à 10 degrés par rapport à la température ambiante dans un pot. Donc en gros, ça fonctionne comme le corps humain en pleine canicule. Il transpire pour rafraîchir l'intérieur. Et donc ça, c'est constitué juste de 2 pots de fleurs avec entre les deux du sable et de l'eau et un couvercle hermétique. Et puis voilà. Donc ça, à Marseille, en septembre, quand il faisait 30 degrés, je pense que ça aurait été le bienvenu. Mais bon, voilà, chemin faisant, je commence à un peu découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis oui, une autre chose, c'est que je me rends compte que je passe aussi un peu plus de temps en cuisine. Et que je passe un peu plus de temps en cuisine, j'aime bien ça, mais que du coup, l'ergonomie de ma cuisine devient beaucoup plus importante que quand je sors un paquet de raviolis pour le mettre dans l'eau. Et en fait, c'est ce sujet de l'ergonomie qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'en fait, si on veut les diffuser en ville, il faut absolument qu'on s'y sente bien et qu'on sente que en fait, le travail du designer ou du concepteur derrière soit satisfaisante. Et donc, l'idée, ça a été à travers un design que j'ai voulu le plus permissif possible, donc le plus adaptable, libre possible, de pouvoir créer différentes ambiances. Par exemple, je me suis rendu compte que mon frigo il était beaucoup trop bas et que du coup de le remettre à hauteur d'épaule, c'était quelque chose qui faisait que en fait, c'était plus agréable. Et tout un tas de réflexions comme ça. L'idée donc de la fabrication de cet objet, c'est de faire quelque chose qui soit très facilement fabricable. Donc ça se voit en fait, ça ressemble beaucoup à un garde-manger, c'est assez élémentaire. En fait, c'est fait à partir de profilés, donc de tiges carrées et de plaques. Pourquoi ça? Parce que déjà en fait, il n'y a pas la contrainte, et ça c'est intéressant, du matériau. C'est-à-dire que les profilés, en fait, on peut très bien les avoir en bois de plein d'essences différentes, mais on peut aussi les avoir en plastique recyclé, ou les avoir en acier, etc. La question des plaques aussi,
dans ce design qui est issu de OpenStructure, qu'on ait une plaque de 1 mm ou une plaque de 10 mm, en fait, ce sera toujours compatible. Donc c'est un design qui se veut cohérent avec une logique de réemploi où en fait on essaye d'enlever un peu la spécificité de la matière. Et donc aussi dans le principe de l'outillage, alors effectivement on peut utiliser des moyens plus complexes si on les a et c'est tant mieux, mais l'idée c'était aussi d'avoir une contrainte forte, de se dire en fait à partir de peu d'outils je suis capable de le faire et je suis capable de le dimensionner comme je le souhaite. Donc si je reviens un petit peu en arrière, en fait ça c'est, je me suis imaginé le meuble de stockage qui me semble approprié au vu de mon usage dans un appartement individuel. Mais en fait, on peut très bien l'imaginer avec des briques qu'on vient rajouter en fonction des besoins qu'on a et de la saison, et de le voir aussi en fonction dans un habitat partagé aussi, de réussir à construire ça ensemble. Et donc les réflexions qui sont les miennes, donc commencer à faire déjà un prototype pour l'avoir chez moi et le tester et me faire un avis. Et en fait, je pense que le fond de ce projet, c'est pas tellement le côté design, c'est une chose, mais je pense que c'est aussi, en fait, ce projet, il a pour vocation de générer du savoir, parce que c'est un réapprentissage. Je me rends compte que, je suis encore très loin, mais qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour réapprendre, en fait, à connaître notre alimentation et l'alimentation durable, et que ça met du temps, etc. Et qu'en fait, si on veut le faire ensemble, il faut créer aussi les structures. Moi, je m'inspire beaucoup de Precious Plastic, qui a réussi à créer du savoir autour du plastique de manière très conviviale, et en fait, c'est très sérieux finalement. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont issues de cette plateforme. Donc voilà, j'ai essayé de travailler un peu là-dessus, et aussi à la question des autres techniques de conservation. Et je fais un coucou au Food Lab qui m'inspire beaucoup aussi en termes d'organisation. Donc si vous voulez en discuter après, je suis là. Yes, merci. Mon sujet, le dernier, concerne la fabrication artisanale d'instruments de musique électronique, donc un tout autre sujet qui n'a rien à voir. Projet que j'ai démarré en 2017. J'ai commencé à me faire un studio, j'adore la musique, j'en fais depuis très longtemps, beaucoup de guitare, piano, etc. Et je me suis intéressé à la musique électronique, faire de la musique tout seul, ou avec d'autres, hein, mais avec plein d'instruments différents, des synthés, des boîtes à rythme, des sonorités électroniques, etc. Donc j'ai commencé à constituer ce studio de musique, et j'étais un peu déçu de voir qu'à chaque fois que je cherchais une sonorité, j'étais obligé d'acheter l'instrument de musique électronique qui allait avec, et que chaque instrument de musique avait du coup à l'intérieur énormément de matériaux, notamment des terres rares, et qui était destiné à qu'un seul usage, et qui finissait par être désuet au bout d'un moment. C'est terrible, on utilise quand même énormément de composants électroniques pour des trucs qui ont une durée de vie quand même assez courte et qui servent qu'à une seule chose. Donc voilà, j'étais un peu déçu de ça, et du coup je me suis mis le défi. Alors j'ai découvert, du coup en faisant des recherches, qu'on pouvait très simplement fabriquer soi-même des instruments de musique électronique avec une plateforme qui s'appelle Arduino. C'est un microcontrôleur qui est extrêmement documenté sur internet et qui permet de faire tout et n'importe quoi, notamment des instruments de musique électronique. Donc j'ai mis un peu le nez là-dedans, et j'ai commencé à bosser sur ce sujet. Je me suis mis le défi de tout vendre et de refaire tout mon studio complet uniquement DIY. Donc ça c'est 2017. D'un autre côté, on a l'ordinateur. Je pars du principe que j'ai un ordinateur, donc autant l'exploiter au maximum. Et aujourd'hui, il y a des super logiciels qui permettent de faire du son très complet et très malin. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'ils sont assez froids, quoi. Faire de la musique avec un ordinateur, c'est pas super fun, et ça manque de sensibilité. Donc j'ai commencé à travailler sur des interfaces physiques permettant de manipuler un son digital. Voilà l'origine du projet. Et ce que je voulais faire au tout début, en fait, c'était m'accompagner à la guitare pendant que faire de la batterie pendant que je m'accompagnais à la guitare. Mon premier projet a consisté à faire des boutons sous des boots pour déclencher des samples de grosses caisses de batterie, de caisses claires, de cymbales, de claps, de yeah, des trucs comme ça, quoi. Et j'ai fait un concert au moins avec, et j'ai enregistré un album. Donc c'était assez rigolo comme projet. Et je me suis dit, ok, il faut aller plus loin. Donc j'ai commencé à rêver d'avoir cette interface un peu modulaire qui me permettrait de brancher tout et n'importe quoi, aussi détourner des objets, notamment des jouets en fin de vie, d'où le nom Hacking Toys, c'est le nom du projet, hacker des jouets. Et donc j'ai fait plein de protos de ce truc-là. J'en ai
des dizaines et des dizaines depuis 2017, et qui m'a permis notamment de faire ce qu'on appelle du rétrofitting, donc ça allait chercher un vieux synthé qui ne marche plus dans une brocante à 20 € par exemple, et puis d'enlever toute l'électronique à l'ancienne, et puis de la mettre à la poubelle, on n'a pas trop le choix, et de venir y plugger ma technologie pour le brancher à l'ordinateur et lui faire sortir n'importe quel type de son, par exemple des reproductions de ce magnifique orgue énorme qu'on voit à côté, et très fidèlement en plus, parce que la technique a quand même des avantages. Voilà, et ce truc-là n'existe plus, hein. Il a duré un mois. C'est-à-dire que j'ai fait mon truc, je me suis marré, j'ai joué un petit peu, puis après j'en ai fait autre chose, j'ai recyclé, j'ai utilisé les composants pour faire autre chose. En tout temps, j'ai bien avancé depuis, et donc voilà, le produit qui est ici, c'est juste une carte, comme ça, électronique, que j'ai là d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Et qui me permet de brancher du coup toutes sortes de composants, des potentiomètres qui tournent, qui me permettent de faire varier une valeur d'un synthé, mais aussi des boutons qui permettent de déclencher plein de trucs. Donc c'est juste ce truc-là, avec un tout petit composant électronique qui coûte quelques euros, dans lequel je charge le code et qui me permet du coup de manipuler l'ordinateur et qui est déclipsable. Si jamais il casse, voilà, je vais pouvoir le remplacer ou pouvoir jouer avec et en faire de petits volets. Et ça, c'est basé aussi sur le projet Open Structure dont Redouane a parlé. Je vais vous en parler rapidement. Open Structure, c'est un super projet qu'on adore, qui est en fait une grille de conception qui ressemble beaucoup à juste des mécanos pour adultes. Et donc, c'est un designer qui s'est dit, ok, bah alors perçons, quand on va faire un nouveau projet, on va utiliser le même standard. C'est qu'on va couper à des intervalles de 2 cm et on va percer à des intervalles de 2 cm avec des trous qui font des multiples de 2, voilà, 2 mm. Et donc en faisant ça, en fait, on se rend compte que tous les projets sur lesquels on bosse sont intercompatibles entre eux, et ça c'est super, et on peut les faire évoluer très rapidement, et donc ça envahit, c'est très utilisé pour faire de l'ameublement, des choses dans la maison, mais aussi des objets ménagers du quotidien. Open Structure, c'est un projet belge avec qui on va commencer à collaborer aussi. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que cette carte est sous le système Open Structure, donc c'est des multiples de 2 cm en gros, à chaque fois, et les trous espacés de 2 cm. Et une fois que j'avais fini ce truc-là, que j'avais fini le code, mais en gros j'avais cette carte électronique qui permettait de faire tout et n'importe quoi, donc là j'ai vraiment pu commencer à me marrer et à faire des machines un peu plus soignées. Je vais peut-être aussi montrer celle-là, toujours sur Open Structure, avec des éléments du coup démontables, des blocs très facilement enlevables et remplaçables. Et wow, juste le montrer au computer. Voilà, ça c'est un des derniers protos. Enfin, c'est pas un proto, c'est un produit, quoi, il fonctionne. Et on voit aussi d'ailleurs ce côté un peu transparent où je montre l'électronique pour dire c'est un objet accessible, c'est un objet convivial, quoi. On peut y aller, on peut débrancher, on peut rebrancher, on peut le faire évoluer, on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Là on me voit en train de le monter, de le démonter, de pouvoir en refaire plein de trucs, quoi. Voilà. Alors du coup, comment j'utilise ce système-là? J'ai plein de business models différents que je vais explorer les uns après les autres. Le premier, c'est d'organiser des concerts collaboratifs improvisés. Donc on a la chance d'être hébergé, d'avoir nos bureaux à Villette Makers, qui est un tiers-lieu, un coworking Fab Lab dans le parc de la Villette, donc entouré de la Philharmonie, de la Cité des Sciences, de plein d'acteurs super autour de la culture. Et donc ça, ces images viennent d'un festival qui s'appelle la Paris Electronic Week, qui a lieu en septembre. Les voisins de nos bureaux sont Technopole, une association qui favorise les musiques électroniques en France. Et donc on a organisé ensemble un atelier qui a duré 2 jours complets, les après-midi, où n'importe qui pouvait venir et s'initier à la composition en musique électronique. Et donc cette série d'instruments, je les ai travaillés pour qu'ils soient très facilement utilisables et compréhensibles par toutes et tous. Donc je me suis retrouvé à voir des enfants de 4 ans jouer avec leur mamie, et avoir des personnes handicapées aussi, vraiment beaucoup s'amuser. Donc c'est top. Ensuite, un autre business model que je trouve super intéressant, que j'ai commencé à explorer récemment, c'est le sur-mesure pour des artistes. Donc voilà, une fois qu'on a cette carte électronique et qu'on peut en faire toutes sortes de choses, on peut l'adapter aux besoins des artistes. Et donc là, c'était Stéphania, une artiste contemporaine, et je l'accompagnais, non pas, je ne vais pas fabriquer une machine, en fait, je l'accompagne pour la rendre autonome, pour fabriquer ses propres machines. Donc c'était ça un peu ce qu'elle a demandé. Donc je donne des cours aussi, pour apprendre à utiliser le logiciel, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est pas juste du produit, quoi. Donc en gros, j'explore plein de modes de diffusion sur ce truc-là. Je pourrais imaginer des petites séries en collaboration avec des artistes, organiser ces concerts collaboratifs. J'ai commencé par ça parce que c'est facile et c'est super drôle. Enfin, c'est hyper plaisant de faire ça comme atelier, quoi. Des machines sur mesure,
des ateliers pour apprendre aux artistes à fabriquer leurs propres machines, vendre des produits en kit, faire des tutos, tout ça. La question, c'est pas lesquels je vais faire, c'est dans quel ordre. Et à quel point je vais mettre de l'énergie sur un des business models ou pas. Et pour terminer, en fait, ce travail avec Stéphania en art contemporain m'a ouvert pas mal les yeux sur... je fais des machines quand même super carrées d'ingénieur. Et je trouvais ça cool, mais bon, ça manquait de sensibilité. Donc j'ai lancé un nouveau projet, basé sur cette technologie, mais qui prend une autre forme. Donc voici le pitch, que j'ai suffisamment passé de temps à l'écrire pour juste vous le dire. Qu'il soit numérique ou analogique, les instruments de musique électronique semblent suivre deux tendances. Ils sont de plus en plus sombres. Quitte à se passer d'interface graphique, c'est dommage, parce qu'avant on avait quand même des super beaux synthés qui prenaient toute la place et qui étaient très colorés. Et ils sont de plus en plus petits. Quitte à ce que les boutons soient réduits à la taille d'un quart de doigt. Et ça aussi c'est dommage parce que c'est au détriment d'un certain confort de jeu. Donc est-ce que c'est une réponse, je m'interroge, c'est une réponse à un besoin de mobilité de la part des musiciens, de manque de place? En tout cas le studio de musique se démocratise, il s'installe dans le salon, dans la chambre, des espaces qui sont déjà réduits quand on habite en ville. Donc comment diffuser ces trucs-là en ville? Si le manque de place est un problème, la compacité n'est peut-être pas la seule et unique réponse, d'autant plus qu'elle opère au détriment d'un certain confort de jeu. Dès lors, la question se pose, comment occuper l'espace sans prendre de place? Le projet s'appelle Machine non conventionnelle, et pour l'instant c'est des tableaux du coup, qui sont accrochés au mur d'appartements, mais j'imagine toute une série en fait, d'instruments qui sont vraiment compacts et qu'on ne voit pas trop. Par exemple, un tapis pédale d'effet qui ressemble pas du tout à un pédalier de pédale pour guitare, juste qu'on appuie sur certaines zones du tapis, on peut générer des effets de guitare, ou alors une table basse qui se retourne et un synthé apparaît, ce genre d'astuce, ça peut juste pour rigoler, quoi. Voilà, donc ce projet s'appelle Machine non conventionnelle. Si vous voulez le suivre, il y a une page Instagram qui s'appelle Hacking Toys, donc n'hésitez pas. J'aimerais beaucoup que ça fasse en fait l'objet, l'issue de ce projet-là, que ce soit de la documentation bien sûr, mais aussi une exposition en fait. Je pense que ça a tout à fait sa place dans une expo, de montrer en fait les différentes manières qu'on a de fabriquer des machines électroniques. Donc voilà, on a quasiment terminé, je vais juste faire une petite démo si vous le voulez bien, sur ces machines-là. Voici notre mail et notre site internet. Et merci de votre attention, et puis après on pourra aussi prendre quelques questions si vous le souhaitez, et dans tous les cas échanger juste après autour d'un verre, parce que moi aussi j'ai un peu soif. Donc je vais brancher les machines, et puis je fais juste quelques minutes de démonstration, et puis vous pourrez aussi, pourquoi pas, les essayer. Merci beaucoup.